Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé. Dans la jungle des séries télé justement, un seul duo est capable d'en réchapper. Je veux bien sûr parler des Timon et Pumba du podcast, Mathias et Pierre. Salut les gars. Salut à tous. Je suis en dépression depuis qu'on fait ce podcast à cause de ces jeux de mots minables. J'aimerais que ça s'arrête, encore une fois. Je le dis toutes les semaines, mais là... J'ai pas dit c'est une qui demande était officielle, Timon, là, j'ai pas dit qui était Pumba. Hein. Peu importe, c'est juste le concept qui me dérange parce que je n'aime pas l'humour. Même je pense que physiquement Mathias est Non, plus proche je de la n'aime pas mangouste. ton humour. C'est faux, tu sais très bien que je te fais rire. Aujourd'hui, épisode dans l'actu, on va parler de la dernière production HBO en français, The Nevers. Attention, c'est bien The Nevers, parce que moi au début je croyais que c'était The Nevers. Je pensais qu'il y avait une référence au bossu de Paul Feval, vous savez, la botte de Nevers, là, avec l'étoile au front, la botte de Nevers. Si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi. Allez, on fait le résumé. Mais donc voilà, c'est pas du tout The Nevers. C'était donc The Never, donc les jamais, quoi, à peu près. Je sais pas comment on peut traduire ça. Les Québécois, comment ils l'ont traduit Ils l'ont traduit au Québec, les touchés. Donc, je sais pas, c'est un peu chelou, mais bon, après, les Québécois, ils ont une tradition de traduction des titres en français que nous ne pourrons jamais égaler. Donc, The Nevers, la dernière série HBO, avec à la barre Joss Whedon, donc... on reviendra sûrement un peu après sur Joss Whedon, voilà, créateur de Buffy, Angel, Firefly, Dollhouse, réalisateur des 2 premiers films Avengers, réalisateur de la Whedon Cut de Justice League avant la Snyder Cut de Justice League. Donc voilà, un mec qui a fait beaucoup parler et dernièrement plutôt en mal. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, tradition oblige, Pierre, lis-nous le beau résumé de The Nevers. Alors, à la fin du 19e siècle, Londres est assaillie par les touchés, des femmes qui se retrouvent soudainement dotées d'aptitudes extraordinaires. Alors, le résumé est très très succinct. Alors attends, mais ça c'est le résumé québécois du coup, non ? Non, c'est le résumé. Ok. C'est le T'avais pas un officiel résumé de sur. la série. Tu m'as pas dit que t'avais trouvé aussi un résumé sur Amazon Prime. Lis-le nous là, histoire qu'on compare un petit Exactement, peu si c'est ce que ça donne en France. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, à Londres, durant l'époque victorienne, des femmes dotées de super pouvoirs deviennent les cibles de puissants ennemis. Voilà. On sent que c'est Donc, plus encore une fois, français un que résumé. québécois là quand même déjà. Il y a époque victorienne, il n'y a pas les touchés. Ça me plaît plus en tout cas. Allez, on peut attaquer maintenant. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de ce pilote ? La traduction officielle dans le film, dans la série, c'est les touchés quand ils font la trad. Bah dans les sous-titres, oui, c'est mais pas- après, il n'y a pas vraiment de... Bah non, en fait, avant de savoir ce que vous en avez pensé, peut-être rentrer un peu plus dans le détail, parce que on n'apprend pas grand-chose avec ce résumé. Mathias, est-ce que tu te sens de nous faire un descriptif un peu plus poussé de ce qui se passe dans ce pilote ? Ah bah oui, complètement. En fait, il suffit. Est-ce que les gens connaissent X-Men ? Bon, alors qu'est-ce qui se passe dans ce pilote ? C'est simple. On suit quelques personnages. Il se passe un événement. Alors déjà, on ne sait pas qui est qui. Voilà, la caméra passe d'un personnage à un autre. Il y a des personnages qui sont riches, d'autres qui sont pas riches du tout. Voilà. Et il se passe un événement que nous, en tant que téléspectateurs, on ne voit pas. Et là, on rentre dans le dur. C'est genre que 3 ans après, il me semble. Et là, on suit 2 femmes qui semblent être des enquêtrices, en tout cas qui sont conviées dans un foyer très pauvre pour aller porter secours à une jeune femme. Et on se rend compte que la jeune femme a une affliction un peu étrange, c'est-à-dire que elle comprend bien ce que les gens lui disent quand les gens lui parlent anglais, mais elle s'exprime dans un langage qui, pour ses parents, ou en tout cas, je suis pas sûr que ce soit ses parents, c'est peut-être ses employeurs, pensent qu'elle est, elle est possédée par le démon. Et donc, parmi les 2 enquêtrices, il y en a une qui dit: «Mais non, en fait, elle parle un mélange de chinois, de turc», et voilà, à ce moment-là, il se passe un événement, c'est que la femme en question qui a cette affliction-là se fait kidnapper et les 2 jeunes femmes se transforment en super-héros et il y a une scène d'action qui est terriblement efficace et où elles arrivent à récupérer la jeune fille des griffes d'hommes particulièrement violents et armés. Et là-dessus s'enchaîne
Et ils sont aussi Et très très moche, mais moches. ils portent des cagoules étranges. Enfin, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On voit qu'il y a des super pouvoirs. On voit que ça part un peu dans tous les sens. Et puis, on va rentrer dans le dur avec on comprend que dans la société, en fait, il y a des gens qui sont pro femmes touchées par les pouvoirs et contre femmes touchées par les pouvoirs dans la plus haute hiérarchie londonienne. Et bah voilà, vraiment, on va dans un truc qui est copié sur les X-Men, c'est-à-dire que voilà, ces femmes-là sont considérées par la plupart des gens comme des parias et des femmes essayent de les protéger au sein d'un orphelinat où elles les regroupent et elles vont les chercher dans la société pour les mettre à l'abri. Et là-dessus se greffe toute une partie d'enquête et de mystère parce que visiblement un groupe cherche à tuer ces femmes aux pouvoirs extraordinaires. Bah, tuer, on Voilà. ne sait pas encore. Parce qu'ils essayent de la À kidnapper, mais kidnapper, est-ce qu'ils éliminer, essayent de ouais. voler leur pouvoir? Est-ce que. Voilà, ça, on ne sait On pas sait encore pas. trop. Et là-dessus, et juste pour terminer avec ça, se greffe une histoire. On sait qu'il y a une tueuse en série qui porte un nom violence. Non, comment s'appelle-t-elle? Je ne sais. Ah oui, comment ça s'appelle déjà? Misère. Maladie. Maladie, merci Pierre. Qui s'appelle Maladie, qui elle est un peu le troisième pouvoir. Il y a les pour, les contre, et il y a Maladie. Et Maladie tire un peu dans le tas. Et donc voilà, le premier épisode met en place ces trois forces, ces trois puissances, ces trois vecteurs, j'ai envie de dire. Et puis, je vais pas vous dire où ça va, mais voilà. Pour moi, ça va. Et Maladie, donc le pouvoir est d'être ridicule, hein, il faut le souligner, voilà. Ça, c'est l'avis de Pierre, ce n'est pas le mien. Oui. Mais... Oui, non, je sais pas. Donc oui, Pierre, c'est un des persos vu que qui t'as la ressort un parole, peu plus au milieu du truc, moi, mais. Au secours. Non, mais allons-y Pierre alors. alors ouais, moi je trouve que alors, le premier truc qui m'a choqué, c'est que c'est excessivement mal raconté parce qu'on te présente 200 persos. Genre il y a des mecs partout. On évoque un tel, on évoque machin, ouais, on va voir le roi des mendiants, ah, il y a un chirurgien qui est fou, ah, il y a un noble qui est un peu un obsédé, quoi. Et il y a des mecs partout et tu comprends absolument rien. C'est-à-dire qu'on te présente une sorte de complot politique, après on passe une autre scène qui te présente un peu, l'univers de cette espèce de manoir là où il y a où ils recueillent toutes les jeunes filles qui ont des super pouvoirs. L'orphelinat, Il y oui. a l'orphelinat, exactement. Je trouve qu'il y a plein de questions qui sont abordées, qui n'ont pas de alors peut-être que c'est voulu, mais qui n'ont pas de réponse immédiate et moi ce qui me gêne, c'est que je n'ai pas une compréhension immédiate de ce qui se passe. Par exemple, au début, on parle de femmes touchées par des pouvoirs. 3 scènes après, il y a un bonhomme qui a un pouvoir. Je fais: «Pourquoi ce mec-là a un pouvoir?» Je comprends pas. En fait, tu te Alors rends ça, compte que les pouvoirs j'aimerais bien ouais, qu'on en parle tout de suite aussi, parce que alors moi, c'est vraiment un truc que je n'ai pas compris. C'est que c'est clairement dit quand il y a tous les espèces de ministres là qui font leur truc avec les sabliers, là, ils discutent. Ils disent c'est que les femmes. Et derrière, tu as le médecin qui a oui, des pouvoirs. À la fin de l'épisode, on voit qu'il y a d'autres hommes qui ont eu des pouvoirs aussi. Est-ce exactement. qu'il y a quelqu'un qui a compris ce truc ou Non, c'est juste que je pense que les gens qui ont les hommes qui ont des quoi, on va peut-être pas le spoiler, mais à la fin de l'épisode, il y a une scène On en parlera où on tout à l'heure, comprend un ouais. peu ce qui On en s'est parlera tout à l'heure. on comprend ce qui se passe et du coup, on peut voir qu'il y a des hommes qui ont été, aussi touchés par l'événement qui a déclenché tout ce bazar. Et peut-être qu'ils le cachent, je ne sais pas, ou peut-être que ça ne se dit pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un défaut de narration, de te mettre dans une perspective comme ça où tu te dis: «On te donne un élément que tu es censé, a quoi, peut-être, intégrer et qui va te servir à la narration et qui est contredit au fur et à mesure de l'épisode». On ne raconte pas un truc comme ça, en fait. Même si c'est censé être une surprise que des hommes ont des pouvoirs, c'est mal fait, quoi, c'est juste mal fait, Ah, quoi, c'est très genre, mal amené parce ce que n'est du pas coup, comme quand la scène justement avec le médecin qui guérit la fille avec ses pouvoirs, là où tu as clairement un éclair orange qui sort de sa main, il n'y a pas de surprise en fait. C'est pas amené finalement, c'est pas que des femmes, c'est des hommes. C'est vraiment problématique parce que là, tu vas à ah l'encontre oui, direct de la c'est très première étrange. règle que tu as mis en place. Non, mais c'est un truc où l'univers n'est pas bien défini et ça, c'est pour la première scène se veut un peu mystérieuse, tout ça, où elle se conclut de manière un peu dramatique. Tout d'un coup, tu as un saut dans le temps qui est établi, c'est 3 ans plus tard, là où c'est la majorité de l'épisode. Mais même cette scène-là, n'en donne pas assez, je trouve, pour amener un mystère, quoi, à mes yeux en tout cas. Et du coup, en fait, tu te dis: «Mais à quoi ça a servi de voir ça?» Parce que ça ne m'a pas amené suffisamment vers des situations qui pourraient être intéressantes par la suite, en fait. Donc avant le retour, quoi, c'est vraiment, je trouve que c'est construit
On dirait vraiment qu'ils ont fait: «Vas-y, il faut en mettre un peu plus à chaque fois, on en met un peu plus, on en met un peu plus» et ça ne s'arrête jamais. Même vers la fin de l'épisode, quand on arrive un peu à la conclusion du pilote, c'est encore on en remet encore, on en remet encore et tu dis: «Mais arrêtez, ça ne sert à rien, en fait. Vous avez déjà un postulat de base qui peut être intéressant». Bon, honnêtement, moi, après, Baker Street et tout ça, j'en ai un peu marre du Londres victorien, un peu, fait en 3D générique, mais c'est un peu personnel. Mais en fait, il y a déjà un postulat de base qui est bon après il faut aimer tous les super un peu de super-héros, mais ça suffit en fait. À la fin de l'épisode, on nous ramène encore d'autres personnages, on en introduit certains. Je trouve qu'il y en a un qui est plutôt efficace, après c'est plutôt par, sympathie pour l'acteur, c'est Nick Frost, qui joue une sorte de roi des mendiants, qui est une sorte de mec, on dirait qui gère des trucs dans l'ombre et tu sens qu'il va avoir un petit rapport avec les héroïnes. Mais au bout d'un moment, superposer les personnages, ça ne les construit pas en fait, donc il faut un minimum un minimum de sens à ce qu'on raconte. Parce que là, on nous présente une espèce de noble qui est un peu comment dire? Une sorte de pas loin du pervers, on va dire, qui a un rapport avec un autre gars, qui a un rapport quoi et au bout d'un moment, je fais: «Ouais, arrêtez ça, vas-y, qu'est-ce qui se passe?» et très vite, moi, je suis sorti un peu de tout ça, j'ai regardé ça un peu, en mode, «Qu'est-ce qu'on raconte là?» Mathias, vas-y, je t'en prie. Non, ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que le roi des mendiants, hein, pour le coup, pour moi, c'est très clair. En gros, les deux personnages principales qui sont Madame True, je crois, Madame Vérité, et l'autre, je me souviens plus de son nom. En fait, elles ont pour mission d'aller récupérer les femmes touchées pour les protéger dans l'orphelinat. Et le roi des mendiants, elles ont eu vent que le roi des mendiants donnait des informations concernant l'emplacement des femmes touchées. Et donc, l'héroïne Madame Trou, là, de Madame Vérité, je vais l'appeler parce que Madame Trou, c'est pas forcément très heureux. Madame Tu Vérité, peux donc. dire Amalia peut-être, Alors Amalia, mais je la connais pas assez pour l'appeler par son petit nom, mais tant pis. c'est Amalia et Penance. Alors Amalia et Penance. Amalia donc décide de rencontrer ce personnage incarné par Nick Frost, donc le roi des mendiants, pour lui demander de lui donner les informations concernant l'emplacement des femmes touchées et d'arrêter de donner ces informations au groupe armé donc qui cherche à les récupérer aussi. Et l'entretien se passe d'une façon un peu tendue et je trouve que là c'est d'ailleurs assez à l'image de la série, c'est très bien joué, ça mélange de l'humour, de la tension, la scène en l'occurrence elle est vraiment belle Il y a de l'ironie là, Mathias, dans ce que tu dis? ah non mais moi vraiment là pour le coup D'accord. autant toi t'aimes les filles en short qui jouent au Non, basket. c'est pas un jugement, hein, c'est juste parce que je me disais s'il y a de l'ironie, vu que je voyais Pierre réagir, mais c'est vrai que les gens nous entendent uniquement, donc c'était peut-être juste pour le préciser. C'était donc pas Ah oui, ironique. non, moi la scène, ça se passe dans un carrosse. Le roi des mendiants débarque, bloque le carrosse, débarque et pour la petite histoire, dans l'orphelinat, donc le médecin avait conseillé à Amalia de ne pas chercher à dealer avec ce mec-là qui était fort peu recommandable et elle risquait d'y perdre beaucoup plus que d'y gagner. Donc on a une tension qui est assez sympa et effectivement Nick Frost incarne très très bien le personnage, je trouve. Il a de la bonhomie et en même temps il est capable de tout d'un coup de mettre un coup de pression et elles ont des super pouvoirs, mais on sent qu'elles maîtrisent pas complètement le truc. Enfin, il y a un flottement qui est plutôt bien senti. Et moi, j'ai trouvé ça très sympa. Et donc, juste pour conclure, après Pierre, je te repasse la parole. Donc, cette histoire de roi des mendiants, on comprend très bien les enjeux et on voit très bien ce qui se passe, quoi. C'est arrête de donner des infos à nos ennemis et donne-nous plutôt les infos. Et en contrepartie, on va te donner l'argent en compensation. Voilà. Ah non, mais alors, c'est peut-être le seul perso qui me dérangeait le moins parce qu'il est. Ouais. Moi, c'est plutôt tout ce qu'il y a autour en fait. C'est vraiment, je trouve ça excessivement mal raconté comme pilote. Par exemple, alors moi, je sais pas si vous avez compris quel est le pouvoir exact d'Amalia. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit le Je futur. n'ai pas compris. Oui, mais elle voit le futur qui n'arrive pas. Et ça me Bah dérange. si, moi. elle voit le futur qui arrive. Tout ce qu'elle Non. voit, tout ce Quand qu'elle voit, il se le passe. truc qu'elle voit il y a un truc qui se passe dans le théâtre avec la meuf qui saute dessus, ça n'arrive pas. Et moi, Non, ça c'est pas une vision, ça. Bah, Là, c'est juste un excessivement moment. mal Là, fait, c'est je suis juste un. désolé, Alors, c'est différent. Ce moment-là, pour le coup, est différent de ces visions. Là, elle est un peu en mode. Ouais, mais je trouve On pète ça. un peu un câble, Je trouve mais ça. En c'est fait, pas. Il y a pas l'effet visuel. Il y a tout un effet d'étalonnage visuel, machin. Sur le moment où là, c'est vision, et là, il n'y est pas sur cette scène-là. Là, on est plus dans le mode. Elle fait un petit cauchemar, quoi. ouais, mais Mathias, je tu trouve voulais dire ça. quelque En chose? fait, c'est vraiment.
Non, mais par rapport à ça, par exemple, c'est drôle parce que du coup, comme moi j'ai vraiment beaucoup, j'ai été assez enthousiaste sur ce pilote-là. J'ai envie de dire beaucoup aimé, hein, en même temps, il faut que j'arrête de dire beaucoup aimé parce que j'ai aimé ça. Et pour moi, l'interprétation, elle est simple, c'est que comme ça se passe dans le futur, j'imagine qu'elle a une pulsion, et là, en l'occurrence, la pulsion, c'est de descendre Attends, sur comment ça scène se passe dans le directement. futur? Non, mais attends, je t'explique le truc. Comment moi je l'ai perçu. Elle a la pulsion de se dire je vais intervenir et là elle a cette espèce de flash du futur où elle voit l'autre lui sauter dessus, et à ce moment-là peut-être qu'elle change d'opinion et qu'elle temporise. Ah. J'en sais rien, c'est une explication comme une autre. Et par rapport à ce que vous disiez sur le fait que seules les femmes étaient touchées, a priori devaient avoir les pouvoirs et pas les hommes, peut-être que l'avenir me contredira, mais peut-être c'est une façon assez intelligente d'aborder la question du genre, tout simplement, et de dire à cette époque-là, on parle de genre, on dit il y a les hommes et il y a les femmes et point barre. Ben, en fait, peut-être que c'est plus compliqué que ça, et que dans notre vision actuelle des choses, et ben la question du genre va peut-être être soulevée de cette façon-là. Et quand même, Josh Whedon avec Buffy, il a été un des premiers à vouloir faire un personnage féminin fort, à vouloir aborder cette thématique-là, et ce serait pas complètement impossible. Après, Pierre a raison sur la narration, c'est pas limpide du tout, mais je trouve que ce n'est pas une barrière tant le divertissement est plaisant. Moi, j'ai passé un excellent moment. Je trouve que c'est très rapide, je m'ennuie pas. Il y a une profusion de personnages. Et alors, c'est pas grave, je rattraperai les wagons que j'ai de retard à l'épisode 2, 3 ou 4. Ça m'a pas gâché mon plaisir. Comme ça me l'a gâché, par exemple, dans la série Dark. Ça n'a rien à voir, mais il y avait une profusion de personnages avec des allers-retours dans le temps. Et au final, si j'étais un peu crevé, je comprenais rien et ça m'avait complètement sorti de la série. Là, c'est pas le cas. Voilà, je vais pas préfère Dark monopoliser. que hein. ce truc-là, mais C'est pas, moi, c'est ce pas qui me vraiment dérange, comparable. c'est que. Moi, j'ai rien dit encore. Non, mais. Vas-y. Non, bah écoutez, moi parce que du coup j'ai pas encore trop donné mon avis. Je suis un peu entre vous deux en fait. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Clairement, clairement, moi c'est déjà un problème d'acting. Je trouve vraiment que ça joue vraiment pas bien. Mais dans l'ensemble, à part Nick Frost. Et même Maladie à la rigueur, même si on est trop dans le surjeu, mais sinon vraiment les persos, moi j'y arrive pas, c'est vraiment pas possible. La réal, c'est très compliqué. Quand tu vois que c'est HBO, ça fait mal, parce que honnêtement, le Londres victorien en CGI, ça me rappelait, c'était quoi la série avec Amanda Tapping là, de Stargate, intégralement sur fond vert aussi. C'était je crois que la première série tournée sur intégralement en décor virtuel. Enfin bon, c'est vraiment c'est dur. Hein. Visuellement, ça fait un peu de la peine. Tu te dis que c'est HBO, pour moi, c'est plus du CW là. Donc ça fait un petit peu mal. Après, point positif, je trouve que l'univers fantasy m'intéresse. Je trouve qu'il y a un univers original pour le coup, parce qu'on est dans une vraie création originale, donc on a quelque chose de nouveau, une vraie proposition. Donc, effectivement, ton parallèle, Mathias, je le trouve très très bon, parce que c'est difficile de ne pas penser aux X-Men. Là, on est même à deux doigts du plagiat, on va dire, parce qu'avec l'orphelinat, c'est clairement l'école Xavier pour jeunes surdoués, quoi. Les problématiques sont les mêmes, effectivement, avec ceux qui les aiment, ceux qui les détestent. La majorité des gens les détestent, et l'école, voilà, essaye de les trouver, de les accueillir pour les protéger du monde extérieur, tout en leur permettant de développer leur pouvoir. Donc, je trouve que c'était un très très bon parallèle. Après, voilà, je trouve l'univers marche, l'univers est cohérent, il est intéressant, mais il y a trop de personnages, comme le dit Pierre. C'est pas très bien joué, c'est pas très bien réalisé non plus. Donc voilà, je pense que je vais lui laisser sa chance quand même. Parce que c'est Joss Whedon. Donc je pense qu'on peut d'ailleurs en profiter, parce que t'en parlais. Je pense que c'est peut-être un peu le moment, oui, de parler un peu de Joss Whedon, justement, parce que du coup c'est très important d'avoir ce mec-là à la barre. Effectivement, comme tu l'as dit, Mathias, on retrouve un peu ces thèmes fondamentaux, donc les personnages féminins au centre de l'intrigue, beaucoup de personnages féminins, on se rapproche presque de Dollhouse à l'époque, où il y avait principalement un cast à 80% féminin. Alors, ce qu'il faut dire, par contre, c'est que donc c'est une création de Joss Whedon. Il est réalisateur de l'épisode 1, 3 et 5.
il est showrunner, mais entre-temps, il y a eu le petit scandale qui a éclaté, donc des accusations déjà de harcèlement moral sur le tournage de Justice League, donc notamment de la part de l'acteur qui jouait Cyborg, qui vraiment considère qu'il a été traité comme une merde et vraiment harcelé moralement par Joss Whedon. S'en sont suivies d'autres révélations, notamment de la part de Charisma Carpenter, qui jouait dans Buffy contre les vampires, qui jouait, comment elle s'appelait dans Buffy ? Cordelia, qui jouait Cordelia dans Buffy, et qui dit qu'effectivement Joss Whedon avait été assez infect avec elle, beaucoup de harcèlement, notamment quand elle était enceinte, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, en ce moment, voilà, ça rigole pas sur ce genre de truc. Donc Joss Whedon apparemment a décidé de quitter la série parce que c'était trop compliqué pour lui de bosser sur ce genre de projet pendant la Covid-19, donc ça avait un impact sur son énergie et qu'il préférait s'éloigner un petit peu. On va pas se mentir, il s'est fait gentiment pousser à la sortie par HBO, qui avait pas envie d'avoir un petit scandale qui vienne entacher le lancement de sa série, parce que HBO, faut le rappeler, depuis la fin de Game of Thrones, HBO cherche son nouveau Game of Thrones. HBO a besoin de sa nouvelle série étendard, donc dans l'univers un peu fantasy, on va dire. Donc il y a Is Dark Material que moi j'aime beaucoup, que je trouve vraiment supérieur pour le coup à The Nevers. Là, c'est vraiment, on en parlera un jour peut-être, j'espère. Donc voilà. Après, en score d'audience, The Nevers a plutôt bien marché, hein. Donc je voyais 1,4 million de téléspectateurs pour le pilote. Ça peut sembler très peu par rapport à Game of Thrones, c'est sûr, mais c'est un de leurs meilleurs scores depuis presque un an pour un pilote. Donc voilà, c'est plutôt un bon lancement. On verra ce que ça va donner sur la durée. Voilà, que dire de plus. J'ai bien aimé aussi la petite arrivée de l'univers de la partie science-fiction qui arrive à la fin, parce que du coup, à la fin du pilote, on découvre que en fait, les pouvoirs viennent d'un épandage. Donc, vous savez, comme les avions qui balancent des pesticides dans les champs là pour tuer les insectes, en fait, c'est un vaisseau extraterrestre qui ressemble à un genre de poisson qui débarque au-dessus du ciel de Londres et qui fait un épandage de petites libellules, de petites étincelles multicolores qui rentrent dans le corps de certaines personnes et qui leur donnent ainsi des pouvoirs. Donc on en profite à travers ce petit flashback pour découvrir qui a eu des pouvoirs et on ne le sait pas encore, notamment l'un des lords qu'on découvre, qu'on suivait pendant l'épisode. Et on apprend surtout que à la fin de cet épandage, tous les gens oublient en fait ce qui vient de se passer. Donc vraiment un peu, je sais pas, ils ont vraiment tous oublié que ça venait d'arriver, sauf Maladie. Donc Maladie, la fameuse tueuse en série psychopathe qui complètement jetée, qui en fait était une fille qui était emmenée au moment de cet épandage à l'hôpital psychiatrique. Donc elle est en train d'être embarquée quand elle chope ses pouvoirs, et juste à la fin, c'est la seule à se rappeler de ce qui vient de se passer. Elle le dit forcément au mec de l'hôpital psychiatrique et ils lui font « Bien sûr, tu es folle, arrête de dire n'importe quoi, allons à l'hôpital ensemble ». Ce qui laisse entendre d'ailleurs que les pouvoirs ne sont que des extensions de personnalités, d'aptitudes que les gens auraient déjà en eux, et là qui sont multipliées, démultipliées, surmultipliées même. Tout à fait. Comme le sérum du Et super des- soldat dans Captain America. Il y a un truc qui est assez étrange dans moi dans la série, il y a 2 scènes qui essaient de faire un truc un peu lyrique avec, une réalisation qui prend son temps, qui se pose, tout ça avec une jolie musique. Et en fait, je suis passé du en fait, ça m'a fait une espèce d'ascenseur émotionnel. C'est la scène dans le théâtre là où il y a une chanteuse, qui commence à faire un chant, et je suis passé de: «Ah, ça peut être cool» et boum, c'est ridicule. Et ça m'a sorti complètement du truc. Je ne comprends pas ce que ça raconte, encore une fois, parce qu'elle commence à faire un truc avec ses pouvoirs, c'est-à-dire, basé sur le chant, et je n'arrive pas à voir ce qu'on essaie de véhiculer dans cette scène. Il y a la même scène un peu à la fin avec ce vaisseau spatial là qui arrose, Londres, voilà. Et c'est pareil, ça passe de: «Ah, ça pourrait être un concept intéressant», parce qu'il y a un petit effort qui est fait sur la scène. Ah, tout d'un coup, je sais pas, visuellement, moi, je trouve ça atroce, hein, le vaisseau. Mais ça, encore une fois, c'est assez subjectif, mais je trouve que la scène, très vite, se casse un peu la gueule et n'arrive pas à donner, quoi. Je peux voir l'intention de la scène, mais je trouve qu'elle n'arrive pas à générer à générer un truc qui pourrait être, quoi, qui pourrait raconter vraiment quelque chose. Là, c'est juste une sorte d'effet de mise en scène, en fait, mais qui en reste là. Et je fais: «Non, mais s'il vous plaît, quoi», genre, c'est vraiment à chaque fois, c'était à chaque fois des coups comme ça de la série qui m'ont ressorti. Et il y a vraiment moi, je trouve qu'il y a un énorme problème avec, je sais pas si c'est une question de budget ou pas,
les effets spéciaux, c'est vraiment dur. Il y a une scène où, elle tombe dans un elle fait une sorte d'évacuation d'un carrosse avec une voiture. C'est rude honnêtement, c'est compliqué de voir des trucs comme ça, alors je sais que c'est compliqué à faire ce genre d'effet, mais là, bah, peut-être faites autre chose quoi, je ne sais pas. Et ça a été ça sur beaucoup de scènes, je pense le décalage entre l'intention de ce qu'ils veulent faire et le manque de moyens ou le manque de talent, je ne sais pas. Bah, moi souvent, des petits taquets dans la gueule et ça a à chaque fois, joué un rôle dans le fait que j'ai pas du tout apprécié au final, ce truc-là, quoi. Mathias, tu voulais réagir? Oui, oui, bah, en fait, par rapport à la scène du théâtre, le chant, pour moi, hein, la façon dont je l'ai compris, c'est que c'est un chant qui révèle les âmes sœurs et c'était assez, émouvant et touchant, effectivement. Et alors ce que tu dis pour les effets spéciaux, je comprends, tout à fait parce que c'est ton côté esthète qui parle, mais à titre perso, alors peut-être je suis beaucoup moins, imprégné de culture de super-héros et de fantastique que vous et du coup, ça doit baisser très, très largement mon seuil de tolérance. Pour moi, la sortie de la voiture du carrosse, ça a été un grand moment de jubilation et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à cette scène-là et j'ai trouvé ça je me suis dit tant qu'à aller dans le grand n'importe quoi, autant y aller franchement, y aller franco et et d'habitude, je sais pas, c'était pas vraiment à l'américaine, c'est-à-dire que il y avait quand même un petit côté où celle qui a inventé la voiture explique que c'est un prototype, qu'elle est pas sûre que ça va bien marcher et tout. Il y a un côté un peu comme ça bancal qui est dans les persos et je sais pas, moi vraiment ça m'a éclaté. Mais pour moi c'est du pur divertissement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une série où on va réfléchir, se prendre la tête, mais en termes de série popcorn, pour moi, c'est vraiment, c'est de la série popcorn sans être complètement con et à ce titre-là, j'adhère 100 quoi. Je suis assez d'accord avec toi, Mathias, sur le. Je pense qu'il faut passer outre, effectivement. Si tu arrives à passer outre l'aspect visuel et. Effectivement, c'est sûr que c'est rude, hein. Tu vois qu'il y a peu de moyens et que les effets spéciaux sont pas très réussis. Après, par contre, il y a Non, de la non, volonté. vous pouvez pas dire peu de moyens parce que Enfin, non, malgré pardon. tout, faire ce genre de truc, ça va coûter des blindes Non, non, et c'est pas c'est juste pas exceptionnellement très bien fait. Mais la volonté, par contre, elle est là. Et typiquement, ce personnage, le personnage de Pénance, là, Adaïr, je crois, c'est Pénance Adaïr, elle amène une petite touche de steampunk, justement, dans la série, à travers toutes ses inventions. Et c'est vrai qu'on c'est pas un genre qu'on voit souvent à la télévision, donc je trouve ça assez cool. Moi, c'est un petit peu un des personnages que j'aime bien dans cette série. C'est un peu la caution gentillesse et tout. Le personnage est tout frais et tout souriant, machin. J'ai plus de mal avec le personnage d'Amalia, qui sur l'affiche, on dirait l'actrice de Penny Dreadful, là. J'ai oublié son nom. Je suis mauvais en nom. Eva Eva Green. Green. Eva Green, ouais. Sur l'affiche, j'ai cru que c'était Eva Green. Bon, une fois que t'es dans la série, c'est clairement pas Eva Green. Et puis non, elle tire tout le temps la gueule. J'ai un peu du mal à comprendre le personnage. Après, je pense que ça arrivera un peu par la suite. Mais elle me passionne pas plus que ça. Par contre, oui, je trouve que le personnage de Pennon, c'est beaucoup plus intriguant et intéressant. Et j'aime bien ce côté steampunk qu'elle amène à la série. Pierre, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, mais pas de souci. Alors moi, je vais rebondir sur plusieurs choses. Déjà, je trouve que ce n'est pas parce que c'est une série divertissante que c'est censé excuser le fait que la narration soit aussi bordélique. Ça, je trouve que ce n'est pas, ça ne va pas de pair. En fait, tu peux faire un truc qui est très fun à regarder et très bien raconté. Donc pour moi, ça, c'est pas une excuse ou un truc qui pourrait me dire, «Ouais, mais ça pardonne». Non, pas du tout, en fait. Là, je trouve vraiment que il y a plein de trucs qui sont assez mal racontés, qui sont flous et j'ai l'impression qu'ils ont cherché à rajouter des trucs au fur et à mesure du pilote pour un peu, s'excuser du fait que ce soit un peu le bazar dans leur pilote et alors peut-être que tout va se résoudre, au fur et à mesure, mais il y a vraiment des personnages qui sont introduits en mode, «Tiens, prends ça» et ils n'en font rien. Genre, la scène avec le chirurgien, je sais pas ce que pourquoi? Genre, tu fais: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Alors j'adore l'acteur, hein, c'est un acteur très sympathique, mais pourquoi? Genre, peut-être prenez le temps d'introduire mieux les choses et de raconter quelque chose. En fait, si alors moi je n'apprécie pas l'écriture de Whedon, alors je ne sais pas à quel point il a écrit le pilote, mais tu sens que le mec sait écrire ce genre d'interaction entre des groupes de personnages, il sait le faire. Mais dans ce cas-là, servez-vous de ça pour raconter des choses, pas juste pour poser des trucs. Là, il y a un mélange d'humour, des fois, ça devient un peu sérieux, tout ça. C'est vraiment,
c'est très, très inégal, je trouve, en termes de ce que ça veut, vous raconter. C'est vraiment il y a trop de disparités et mais alors, là où je comprends pas, l'univers steampunk, tu parles juste de la son petit laboratoire là, Jeanne? Parce que, c'est très faible, je trouve, pour moi. Il y a une petite voiture qui est steampunk, C'est à son travers ses laboratoire. inventions à elle, oui. Après Non, le non, par reste, contre, il n'y a pas un univers steampunk dans la ouais, je série, trouve ça mais à travers ses inventions, oui, parce que elle amène une touche de steampunk. oui, parce que, par exemple, tu peux regarder un film qui s'appelle Steam Boy où tu verras ce que c'est vraiment un truc, steampunk victorien. Ça a autrement plus de gueule que 3 trucs, 3 petits détails et Le une film boîte de à Katsuhiro Otomo, oui. une, J'ai ouais, vu Steam Boy, oui, merci avec quand une même. sorte de non, mais tu as une espèce de lava-lampe à un moment donné, genre avec des éclairs, tu fais: «Au secours», mais moi, il y a des trucs qui me sortent immédiatement, genre le personnage, la fille qui est géante, je fais: «Mais au secours, quoi, genre, ne faites pas ça dans une série, ça se voit». C'est tellement mal intégré. Je fais: «Mais pourquoi?» Genre, ne faites pas ça si c'est alors c'est sympa d'essayer des trucs, mais là non, quoi. Moi, ça me vraiment, ça me tous les trucs, tous les petits détails comme ça, moi, contribuent à me sortir du truc et après je vois que les défauts et je suis pas du tout porté par un truc, en fait, il y a jamais eu un truc qui a commencé à me lancer sur une série, sur une lancée où j'aurais pu me dire: «Ah là, ça va être cool, là, ça va être sympa, il va se passer ça». Parce que déjà, je trouve qu'on comprend assez mal, ouais, moi, les pouvoirs des 2 persos principaux me semblent pour l'instant nébuleux, en fait. Donc peut-être il y en a une, son pouvoir, c'est de faire des inventions, je ne sais pas. Les deux m'ont paru un peu, Alors, en décalage. elle explique qu'elle voit Heu, l'électricité entre les éléments, ce qui lui permet de les assembler. C'est ça son pouvoir. c'est Et du coup, elle voit comment les choses c'est un peu peuvent ça, il y a aucune s'assembler explication. pour créer des inventions. Elle n'a pas une Bah, super si tu veux, intelligence ou autre. ce pouvoir qui est celui de Forge dans X-Men est 100 fois mieux expliqué dans les X-Men qu'ici. Donc voilà, c'est un souci pour moi. Hem, je n'ai pas alors est-ce que vous avez compris pourquoi, notre amie, Amalia là, se bat aussi bien? Ça c'est, est-ce que c'est ça de son pouvoir pour se battre aussi bien? Encore une fois, c'est pas expliqué. Genre, c'est que des trucs comme ça, moi, qui me je sais pas, je trouve que c'est il y a des bases, mais à chaque fois, ce n'est pas utilisé pour raconter quelque chose. Maladie, je n'ai pas compris son pouvoir. Elle est folle. Moi, je trouve que son l'interprétation est ridicule, c'est mon point de vue. Ça en fait, un personnage comme s'il enroule comme ça quand, très vite, moi, ça me sort du truc parce que si j'accroche pas à l'interprétation, ça me c'est vrai que direct, moi, c'est fini pour moi et là, c'était pas possible. La scène sur scène, là, j'ai fait: «Au secours» et bah, le seul vraiment qui est bien dans le ton, je trouve que c'est la scène avec Nick Frost où lui, il est dans le ton et on sent qu'il sait comment raconter des trucs comme ça. Ça vient peut-être de l'école, d'où il vient, Edgar Wright fait des très bons films qui sont des films excessivement bien racontés, fun et divertissants et du coup, je pense qu'il y a un acting qui est généré par ça, que lui arrive à amener dans une production comme ça. Tous les autres, ils sont vraiment à côté de la plaque, il y en a un, on a l'impression qu'il joue dans, Downton Abbey, il y en a un qui joue quoi, je trouve qu'ils sont pas dans il y a pas une unité entre les personnages et ça me dérange un peu, en fait. Hem, après je ne sais pas exactement où ils veulent aller, bon après je leur souhaite d'avoir un gros succès, pour, essayer de faire, tout un univers développé s'ils ont les moyens de le faire. Moi, il y a un truc encore une fois, qui me dérange un peu dans les univers super-héroïques comme ça, c'est que je trouve que ça manque un peu d'échelle aussi. On voit effectivement, il y a un vaisseau, on pourrait penser que c'est un vaisseau alien, mais je trouve que ça manque un peu quand un truc comme ça, un phénomène, je trouve qu'il est un peu, centré sur Londres et bah, direct ça m'envoie pas du rêve, en fait. J'aimerais bien que ce soit un peu plus qu'on en parle un peu d'autre chose, qu'on en parle un peu bah, du monde, tout ça et alors peut-être qu'ils ont des plans pour faire un truc complètement, qui part vraiment dans des sphères incroyables. Mais là, je trouve que c'est un peu trop, resserré sur, des mini intrigues dans Londres et encore une fois, pour un truc de super-héros, je trouve que ça réduit un peu le scope de ce que ça pourrait être et ça au final, c'est, l'accumulation de petits trucs comme ça, moi je n'y arrive plus au bout d'un moment et oui, il y a un capital sympathie dans le truc parce que bon, c'est pas non plus complètement, c'est pas honteux, quoi. Mais limite, je préfère regarder Mutant X que ça parce qu'au final, je rigole plus, quoi Aïe, 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 aïe. et Mutant X, Le qui est une mot est très grande lâché. série ratée, Mathias, vas-y Mathias, comment je t'en peux-tu prie. rebondir après l'affront Mutant X? Non, enfin, il s'agit pas de rebondir. Après, c'est juste une question de goût. Et Pierre argumente très bien l'objet de son dégoût. Et il se trouve que moi là-dessus, j'ai pas du tout vos références, et ce qui fait que ça me permet vraiment de prendre du plaisir à regarder ça. Par rapport à ce que tu disais sur Maladie, Maladie, on comprend qu'elle voulait être, enfin, elle était contre son gré conduite vers un hôpital psychiatrique. Là, on comprend que elle s'attaque
au pouvoir masculin d'une manière générale, parce qu'elle est dans un opéra où a priori c'est les gens les plus huppés qui sont là, et puis elle va flinguer du bourgeois parce que elle décide que la société est pourrie et qu'elle va se faire justice elle-même. C'est un peu une idée comme ça. J'ai pas été chercher plus loin, mais ça m'a suffi en l'occurrence. Après, elle doit, vu qu'elle a kidnappé la chanteuse, elle a sûrement d'autres projets en tête. Et juste par rapport à la comédienne que vous avez un peu écharpée, Amalia, moi, justement, j'ai beaucoup d'affection et j'ai envie de savoir ce qu'il y a un peu derrière, et peut-être qu'il y aura rien, mais parce qu'elle a elle a une façon de se battre qui est super efficace. Et d'ailleurs, moi, sur la réal, il y a des trucs qui m'ont vraiment plu. Je trouve que les chorégraphies de combat, elles sont très bonnes. Il y a une espèce de mélange de combat de rue et de kung-fu. Pour moi, Amalia, c'est un peu Jackie Chan, quoi. Elle est capable de faire des trucs hyper dynamiques, ça part dans tous les sens. Il y a une scène où elle se retrouve bloquée par une porte, elle décide de s'échapper, de prendre une autre porte, elle se retrouve devant une cage d'escalier, elle saute dans le vide, elle se raccroche avec sa robe, en laisse la moitié. Je trouve ça génial, franchement. Mais c'est du divertissement et c'est cool. Et elle se fait couper, elle saigne, elle se fait abîmer, elle s'en prend plein la figure. Vers la fin, on comprend elle s'est fait la main sur des espèces de gros lourdeaux, alors qu'elle aurait très bien pu éviter un combat, mais elle était frustrée d'avoir manqué sa mission et du coup, voilà. Donc ça en fait pas une belle personne. Et ça en fait une personne humaine malgré ses super pouvoirs. Et franchement, pour moi, voilà, ça va, c'est pas du grand art, loin de là, mais ça se tient. Ta remarque sur la géante qui est dans la cour de l'orphelinat, 100% d'accord. Quand tu la vois, c'est risible, c'est un peu triste même. Tu te dis, ok, après, tu sens bien le truc. Tu dis, bah, notre ami Josh, il a voulu montrer que il y a des gens qui étaient rejetés et que parce qu'ils se sentaient pas bien dans leur corps et que c'était moche de les rejeter, et que là, elle trouvait un endroit où les gens allaient lui parler normalement. Ils étaient pas foncièrement gentils avec elle, mais ils l'acceptaient telle qu'elle était, avec son mauvais caractère et tout ça. Et puis, tu dis, OK, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui, d'accord, dans l'orphelinat, on vient comme on est et on reste comme on est accepté. OK, d'accord. Donc, tu as mis une géante pour ça. Est-ce que c'était nécessaire? Non. Est-ce qu'on a bien compris le message? Oui. Mais au-delà de ça, moi, tout le reste, en fait, ça suffit à me donner envie de regarder la suite, et peut-être ce sera la grosse déception parce que je connaissais pas du tout les histoires autour de Josh Whedon, et quand le créateur est sorti Manu Militari de sa série, on peut imaginer que ça peut poser un problème de compréhension et de cohésion avec les futurs épisodes. Bah, juste pour On répondre verra bien. à ton interrogation, il a été remplacé du coup par, par une scénariste anglaise, Philippa Goslett, qui a pas un CV énorme. Elle était coproductrice et auteure de Little Ashes avec Robert Pattinson, que je n'ai pas vu. Peut-être Pierre l'avait vu. Donc voilà, en tout cas, elle est prod Elle a écrit exé. aussi, elle a écrit How to Talk at Girls at Parties, qui est très bien. Ok. Un petit film très sympa qui est inspiré d'une histoire de Neil Gaiman. C'est vraiment très sympathique. Ah, ok, très bien, j'irai jeter un œil. Mais du coup, c'est aussi bien aussi que peut-être ce soit une femme qui reprenne ça en main, du coup, rester un peu dans cet univers très féminin. Je pense que ça peut être une bonne chose aussi, plutôt que. Après, moi, Joss Whedon, il a atteint ses limites à mes yeux. Donc, écoute, je demande qu'à être étonné pour la suite. Enfin voilà, c'était juste pour Et te dire ça, Mathias. juste pour finir sur du name dropping, il y a quand même, pour les amoureux de séries, il y a des belles surprises au casting. Moi, j'étais ravi de voir Pete Torrens, qui est Airstar, qui est Mais le oui, génial Airstar avec dans des Preacher, cheveux. avec des cheveux. Et lui, il a une pure gueule et je trouve qu'il incarne bien son personnage. Il y a aussi James Norton, que moi, j'avais vraiment adoré dans Happy Valley, et de le retrouver là en espèce de bourgeois complètement déglingue, bah, ça me fait plaisir. Moi, je suis content. Enfin voilà, il y a de quoi faire pour moi. Donc Nick Frost, enfin bref. Le mec de American Horror Story aussi, qui joue Oui, oui, oui. le docteur Qui- Denis psychopathe. O'Hare. Denis O'Hare. Donc ouais, Denis O'Hare, il y a ouais, quand qui. même, il y a quand même, il y a quand même du monde au casting. Bon bah écoutez, on est pour le coup, je pense qu'on est sur l'épisode dans l'actu. On a les trois avis les plus différents. Donc on a Pierre qui est pas du tout dedans. On a Mathias qui est très dedans. Puis on a moi, j'ai le cul un peu entre deux chaises.
Voilà, donc Pierre, épisode 2 ou pas épisode 2? Bon, en fait, moi, le seul truc qui pourrait m'intriguer, c'est si, parce que vu que je n'aime pas Joss Whedon et ce qu'il écrit, parce qu'à chaque fois, je trouve Même Buffy? que c'est une série, une d'école. Buffy, je n'aime pas ça, donc après, Ah là là, il y a des choses intéressantes dans Buffy, on pourra en tu parler, brises mon cœur. Bah oui, mais Buffy, je trouve que ça manque de. Il y a des choses très intéressantes, mais globalement, je n'aime pas la série. Je préfère Angel, voilà, C'est bien, je veux Angel. savoir, mais non, c'est sympa. Non, mais en fait, peut-être que le fait qu'il ait quitté la série, peut-être que les épisodes par la suite vont un peu changer de type de narration ou de type d'écriture, je ne sais pas. Mais il faut savoir que la première saison sera divisée en 2 parties, parce qu'ils ont dû interrompre le tournage à cause du covid, comme beaucoup de séries en ce moment. Et du coup, peut-être que sur la deuxième partie de la saison 1, il va peut-être avoir une orientation différente. Après, je pense que quand tu as une saison établie, tu peux pas non plus faire complètement des grands virages dans ce qui est proposé. Non, mais honnêtement, si je n'ai plus rien à regarder, peut-être que j'y jetterai un œil. Mais je sais pas, il y a un arrière-goût dans la série qui ne me plaît pas trop, je trouve ça assez cheap et au final, j'accroche à pas grand-chose dedans, à part, vraiment deux trois petits détails. Donc il y a quand même un catalogue assez suffisant pour, je pense que je trouverai mon bonheur ailleurs, mais c'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Bon, Mathias, toi, j'imagine que tu vas continuer. Moi, je vais continuer, je serais peut-être super déçu. En fait, il se trouve qu'on sort d'une telle spirale de bouse que quand je suis arrivé là-dedans, j'attendais tellement rien que tout d'un coup, mon petit cœur a redémarré. Je sortais juste en plus de Big Shot. Ça a été très compliqué entre le serpent, entre les irréguliers de Baker Street. Ça, tout d'un coup, j'arrive là-dedans et tiens, je prends du plaisir et ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé. Et du coup, peut-être je suis un peu trop enthousiaste par rapport à ça, mais voilà, c'est qu'il y a un background derrière. Bah, en fait, moi, si tu veux, en ce moment, je suis en train de re-regarder Deadwood, donc je suis passé de Deadwood à ça et forcément, là, il y a pas de palier de décompression et tu fais: «Mais, vous avez quelqu'un qui a écrit ou c'est juste, en roue libre?» Voilà et du coup, c'est compliqué donc peut-être que la prochaine fois, je vais regarder des trucs très, très mauvais pour ensuite passer à un truc comme ça qui est un peu, entre 2 eaux. Bah voilà un bon conseil. Ne regardez pas Deadwood avant de vous lancer dans The Nevers. Ou sinon, regardez Deadwood et pas The Nevers, je ne sais pas. Voilà. Moi, je pense que je jetterai quand même un œil à la suite. De toute façon, déjà, j'ai l'abonnement HBO, OCS, donc je vais pas me priver. Et puis, non, pourquoi pas. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis, j'aimerais bien voir, du coup, la petite rupture avec changement de showrunner, ce que ça pourrait amener à la série, et éventuellement voir si ça se voit. Donc voilà, je vais le tenter, je vais le tenter. Je suis pas autant à fond que Mathias, mais je pense que voilà, sur un malentendu, sur un jour où je sais pas quoi regarder, voilà, peut-être je me bingerai toute si la saison est finie d'ici là. En tout cas, chers auditeurs, si vous voulez la regarder cette série, donc elle est disponible sur OCS, donc uniquement le pilote au moment où nous enregistrons, et d'ailleurs sûrement au moment où nous diffusons. Par contre, si vous êtes abonné Amazon Prime Video, sachez que le pilote est disponible gratuitement sur Amazon Prime Video. Parce que Amazon a plusieurs chaînes accessibles payantes sur Prime et du don OCS. Et en l'occurrence, vous avez quand même accès à ce pilote gratuitement si vous êtes abonné Amazon Prime. Donc voilà, si jamais ça vous dit de le regarder, peut-être derrière, ça peut lancer sur un abonnement OCS. On n'a pas d'action chez OCS, on vous le dit tout de suite. C'est juste que nous, en fait, vu qu'on consomme énormément de séries, on est abonné à tout, en fait. Donc voilà, ça coûte une fortune tous les mois. Heureusement, en ce moment, les ciné sont fermés, donc je ne paye pas mon abonnement UGC, donc c'est toujours ça d'économiser. Écoutez, les amis, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait Merci le tour. à toi. Ah tiens, Merci d'ailleurs, à j'ai vous. retrouvé la série télé que je cherchais tout à l'heure avec Amanda Tapping sur fond vert. C'était Sanctuary. Je ne sais pas si vous aviez regardé une web série de SF au départ, qui ensuite a été récupérée par Sci-Fi. Un peu comme Conman, en fait. Ils sont forts chez Sci-Fi. Donc voilà, The Nevers disponible en France sur OCS, le pilote sur Amazon Prime Video. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis d'Amérique, c'était horrible comme accent ça, sachez que c'est sur HBO Max, car OCS est une plateforme 100% française. Pierre, Mathias, merci d'avoir été là. Je vous retrouve très bientôt. Donc je crois qu'on a un petit épisode dans le thème de prévu la prochaine fois. Et peut-être d'autres épisodes dans l'actu. Mais je crois pas qu'on ait choisi le thème dans le thème encore. Donc Pas encore. faudra qu'on se décide pour ça.
En attendant, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On le rappelle, on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Apple Podcast, qu'est-ce que je dis? Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, SoundCloud, Spotify, et bien sûr sur notre réseau social favori, notre réseau social du coup, vu qu'on en a qu'un, qui est Twitter. Pierre, Mathias, à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut. Et j'ai envie de dire, comme les Nevers, les séries, il ne faut jamais dire jamais. N'est-ce pas, Pierre? Je n'ai plus rien à dire. Arrêtons.